Alors là, maintenant, on va pouvoir attaquer ce théorème. Et là, ça devient important parce qu'on rentre dans une autre thématique qui peut être développée le long du plan. C'est-à-dire, c'est la thématique en quoi l'euclidien joue un rôle dans le linéaire ou dans l'affine. Hein. Et en voilà un, par exemple, c'est que on part d'un problème de linéaire et en quoi l'euclidien peut nous aider. Et ça va être juste une petite étincelle qui va nous amener vers des choses plus importantes. Regardez, tout sous-groupe fini de GLN est isomorphe à un sous-groupe de ON. Donc au départ, on part de GLN et on arrive à une problématique purement d'isométrie. Alors ça, c'est quand même assez joli. Hein. Donc tous les sous-groupes finis, hein, il suffit de se restreindre à ON. Pourquoi? Parce qu'on prend Rn muni de sa forme, son produit scalaire canonique, et on crée un produit scalaire. Donc on va fixer grand G, un sous-groupe fini de GLN, et on crée un produit scalaire, ici par somme de petit g, donc grand G, de G de x, G de y, où ici cette forme-là, c'est la forme de départ, c'est le produit scalaire canonique. Et là, on crée, c'est facile de montrer que c'est bilinéaire, c'est facile de montrer que c'est symétrique, et c'est très facile aussi de montrer que c'est défini positif, d'accord, en posant y égale x, et tout ça, ça va être, si x est non nul, tout ça, ça va être strictement, c'est une somme d'éléments strictement positifs. Pour l'esthétique, on peut diviser par le cardinal de G, faire de la moyenne. Alors ça vous devrait vous rappeler un petit peu, hein, pour l'externe, bah oui, la théorie des représentations, mais je ne veux pas parler trop de théorie des représentations dans cette leçon, parce que la théorie des représentations, c'est quelque chose de complexe dans le programme, quand on est dans le programme de l'agrég, et donc je ne veux pas trop partir sur la théorie des représentations, c'est pas l'envie qui m'en manque, et ça je vous garantis, mais il ne faut pas abuser. Ok, alors maintenant, on part là-dessus. Petit g, on peut montrer que c'est une forme qui laisse g invariant, c'est-à-dire que g est dans le groupe orthogonal de cette forme de la forme quadratique, hein, qui est donnée ici. Alors, comme g est dans le groupe orthogonal de cette forme quadratique, et que cette forme quadratique est définie positive, vous le savez, hein, toutes les formes définies positives sont congruentes, et le groupe orthogonal, c'est un stabilisateur pour la congruence, et tous les stabilisateurs sont conjugués. D'accord? Ce qui veut dire que le groupe orthogonal, ici, de cette forme quadratique, est conjugué, donc isomorphe en particulier, à ON, qui est le groupe orthogonal pour cette forme canonique. Voilà. Eh bien, donc voilà, donc ça veut dire que G va s'envoyer par conjugaison dans un sous-groupe, grand G, hein, va s'envoyer par conjugaison dans un sous-groupe fini, forcément, hein, de ON. Voilà, d'où le théorème. Alors après, bien sûr, on peut aller plus loin et regarder plus finement les sous-groupes finis de SO3, parce que c'est bon, ça j'en ai déjà parlé lors de la leçon 191, je l'ai dit un petit peu plus précisément, et c'est isomorphe à Z sur NZ, ou DN, ou A4, ou S4, ou A5, et donc les derniers vont correspondre, les trois derniers, aux solides platoniciens. Hein, voilà. Et donc ça nous amène à des problèmes de solides platoniciens. Ça, vous pouvez aller vers ça, comme vous pouvez ne pas y aller, c'est vous qui voyez. Bon, voilà, maintenant on va mettre de la topologie dans les groupes, et la topologie dans les groupes, c'est comme quand on met du mentos dans le Coca Light, ça fait un truc détonnant. Après tout, je suis idiot. Merde, tellement fort. Donc, allons-y, on va mettre de la topologie là-dedans. Ce qui est important, c'est que ON, la première proposition pour la topologie, donc bien évidemment, hein, on est dans l'espace des matrices réelles, on a la topologie normique, ça ne dépend pas de la norme choisie, etc. Donc on peut jongler avec les normes. Et on va avoir que ON est compact. Alors on sait que la compacité, ça peut se montrer dans ce cadre-là, juste avec fermé borné.
Alors fermé, c'est simple, parce que ON, c'est l'ensemble des éléments des matrices telles que M transposé M égale identité. Donc on peut dire que c'est l'image réciproque de l'identité qui est infermée par une application continue qui est M donne M transposé M. Et puis c'est borné. Alors évidemment, bon, comme une matrice de ON a tous ses coefficients inférieurs à 1 en valeur absolue, bon, forcément c'est borné pour la toute bête norme infinie. Après, c'est peut-être plus élégant d'utiliser trace de M transposé M, qui est une norme sur les matrices. Bien. Donc bref, toutes les raisons font que ON est bien compact. Après, on peut attaquer la décomposition polaire. Et ça fait partie, c'est ce que je disais tout à l'heure, des choses où GLN, on part de GLN, et les isométries jouent un rôle dans le linéaire, un rôle fondamental. ON croît SN++, donc les matrices finalement symétriques définies positives, et ça c'est un homéomorphisme, et pour montrer le côté bon, bijectif, bon, ça va, ça c'est un truc classique, pour montrer le côté homéo, on utilise vraiment fortement que ON est compact. D'ailleurs, c'est ça l'intérêt de cette décomposition. S'il y a un intérêt, bon, il y en a plusieurs, hein, mais il y a entre autres un intérêt topologique, puisqu'on divise les choses, c'est toujours divisé pour régner hein, les décompositions, et on divise les choses en, ici on a ON qui est compact, donc on est content, de toute façon le matheux il est toujours content, d'accord, et là, ce côté-là, c'est pas compact. D'accord, c'est SN++, c'est pas compact. Mais en revanche, via l'exponentielle, c'est homéomorphe à Sn. D'accord, l'exponentielle réalise un homéomorphisme de Sn, donc les matrices symétriques, vers les matrices symétriques définies positives. Donc c'est un espace vectoriel, moralement, pour la topologie, hein, attention. Donc ça, c'est un espace, finalement, c'est un espace vectoriel, topologiquement parlant. Donc, c'est quelque chose où il n'y a pas de trou, c'est ce qu'on appelle simplement connexe, et donc on est content aussi. Alors par exemple, un autre truc important qu'on peut mettre dans la série de ON au secours de GLN, on peut montrer grâce à la décomposition polaire que ON est un sous-groupe maximal compact de GLN. Et même avec un peu plus de travail, on peut montrer mieux tout sous-groupe compact de GLN et conjuguer un sous-groupe forcément compact de ON. Voilà. Donc c'est des choses importantes sur le rôle de ON dans le linéaire. Maintenant, vous avez ce théorème. Bon, SO3 est simple. Alors vous pouvez le trouver dans le carnet de voyage en algébrie. Bon, je vous donne les idées de la preuve. Assez rapide, mais ça peut faire des jolis développements. On prend H, un sous-groupe de G égale SO3, donc là je veux parler de SO3, et on suppose qu'il est non trivial, et on va montrer que c'est SO3 tout entier. Donc on prend petit h dans grand H, comme il est non trivial, on peut prendre différent de E, petit h dans grand H, et on regarde l'application tau, qui va de SO3 dans R, qui, à petit g, dans SO3, associe la trace de G, H, G-1, H-1, ce qu'on appelle le commutateur, on en prend la trace, donc on va bien dans R, et G, H, G-1, H-1, ça appartient bien à notre sous-groupe H. Voilà. Pourquoi? Parce que comme petit h est dans grand H et que grand H est distingué, ça c'est dans grand H et ça c'est dans grand H, donc on multiplie deux éléments de grand H, on reste dans grand H. Donc maintenant on le met sous la forme 1 plus 2 cosinus θ parce qu'on avait vu que les matrices de SO3, elles sont conjuguées à 1 cos θ sur la diagonale. D'accord? Ça on l'a vu. Et du coup, comme on est dans SO3 et que la trace est invariante par conjugaison, c'est bien de la forme 1 plus 2 cosinus θ, où θ, c'est au signe près hein, l'angle de la rotation. Parce qu'ici, on a des rotations. Bien. Et là, maintenant, c'est là qu'on utilise la topologie, parce que SO3, on montre qu'il est connexe, c'est pas difficile. On montre qu'il est compact, ça c'est clair. Et donc taux de SO3, ça va être un connexe compact de R. Et en plus, à cause de ça,
3 est atteint, parce que pour 0, on a 3, d'accord? On va avoir 3, et c'est toujours inférieur à 3, donc ça va être de la forme petit a 3. Alors, il faut montrer que A est strictement inférieur à 3, c'est parce qu'il n'y a pas que l'identité, et bon, c'est une histoire de centre, donc bon, là, c'est une partie que je ne développe pas, je vous laisse, ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse le découvrir dans une, on va dire, dans une bonne référence. Du coup, on peut prendre pour θ, dans H, un angle aussi petit que l'on veut. Et ce aussi petit que l'on veut, c'est un angle pi sur n, ou moins pi sur n, puisque j'ai dit que c'était à plus ou moins près. Donc, maintenant qu'on a dans H un élément donc, qui va être d'angle, c'est une rotation, hein, évidemment, mais là, d'angle pi sur n, et cette fois-ci dans H, puisqu'on l'a pris dans l'image ici, eh bien, on va avoir une rotation ici, et quand on va la mettre à la puissance n, ça va être une rotation d'angle pi. Voilà. Et on va rester dans H. Et maintenant qu'on a une rotation, comme H est distingué, on a toutes les rotations, et comme elles engendrent SO3, H est égal à SO3. Ça fait une jolie histoire à raconter. Bon, je ne vous ai pas raconté cette partie-là, mais bon, ça se raconte en 15 minutes, hein, en détaillant pas mal de choses, la connexité, la complexité, tout le bazar. Et puis peut-être mettre une petite application à la fin, puis voilà quoi. Alors savoir que la simplicité, je vous le rappelle, c'est joli, c'est important, parce que n'importe quelle classe de conjugaison non triviale engendre le groupe. Ça, c'est sympa. Voilà. Et puis la simplicité, ça rentre dans un cadre très aristocratique des maths, de la classification des groupes. Et là, c'est la classification des groupes de Lie simple. Bon, c'est quand même des choses fondamentales, des grands résultats qui ont été obtenus avec les griffes et les ongles, voilà, par des mathématiciens du XXe siècle. Ici, on parle ensuite, bon, ça reste dans le cadre topologique, peut-être un petit peu moins pour là, mais là oui. Ici, vous avez comment on fait du calcul d'isométrie. Eh ben, quand on est sur le plan, quand on est en dimension 2, on peut assimiler le plan euclidien au plan complexe, muni de sa norme euclidienne, ZZ bar, et ici, vous avez que les isométries s'écrivent toutes sous la forme soit AZ plus B, donc c'est un groupe, et AZ bar plus B, où A est de module 1. Voilà, ça c'est important, parce que ça nous permet de faire du petit calcul, pas la peine de prendre des grandes matrices, on a du petit calcul complexe, voilà. Et en dimension 3, et en dimension 4 aussi, mais je vais vous parler surtout de la dimension 3, alors ça vous pouvez le voir dans le chapitre 7 des nouvelles histoires hédonistes de groupes de géométrie, vous pouvez le faire grâce le corps des complexes devient le corps, cette fois-ci non commutatif, des quaternions, muni de la norme H bar, bon, il y a une conjugaison quaternionique ici, et ici, comme H est de dimension 4 sur R, on prend les éléments de norme 1 sur H, donc ça forme une sphère de dimension 3 qu'on appelle S3, et on a une application qu'on va appeler phi, ici, et qui a un élément petit h de S3, donc de norme 1, on lui associe phi h. Phi h va de I dans I. I, c'est les imaginaires quaternioniques, donc là, c'est dimension 3, parce que c'est engendré par I, J et K, d'accord. Donc les générateurs de H, comme espace vectoriel sur R, c'est 1, I, J, K, et là, on regarde juste I, J, K, et on montre qu'on a une application bien définie de I dans I, qui a Z associe HZ H-1. Et donc, voilà qui va nous remplacer, exactement comme dans le calcul complexe, d'accord, nos calculs d'isométrie par des calculs dans un corps. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa, d'autant plus que le H-1, là ici, c'est juste un H bar à partir du moment où H est dans S3. Donc c'est assez sympa. Mais là, on ne fait pas tellement de calculs à la main de ça, mais c'est plutôt les machines, ça simplifie les choses pour les machines, par exemple dans les simulateurs de vol et tout. Et effectivement, ce qui est important, c'est que c'est surjectif, et ça peut se montrer avec la topologie, en utilisant que SO3 est connexe, et qu'on a un morphisme de groupe
de SU2 dans SO3 surjectif, parce qu'il y a la continuité, d'accord, ça va être continu, et que l'image, ça va être un sous-groupe, et on peut montrer, grâce par exemple au théorème de l'application ouverte, que ça contient un ouvert, et à partir du moment où ça contient un ouvert, la connexité de SO3 et le fait que c'est un groupe va faire que ça va être tout SO3. Donc on peut le faire comme ça. On peut aussi trouver un antécédent à toute isométrie, ça se fait aussi très très bien. C'est d'ailleurs comme ça qu'on le fait. On le fait de deux manières. On le fait dans le chapitre 7, on le fait en trouvant un truc à la main, et après dans le chapitre 9, on le fait avec Jérôme Germoni en utilisant le résultat d'inversion locale. Voilà. Donc ici, après le noyau, hein, si on veut que ce soit le noyau, ça va être 1 moins 1. Et on a ce qu'on appelle un revêtement universel SO3, que SU2, d'accord, est quotienté par 1 moins 1, c'est SO3. Voilà, c'est joli dans la théorie, et c'est aussi très pratique, donc c'est un résultat qui a été, qui s'est bien diffusé dans le monde scientifique. Ce que je voulais dire... Oh. Pourquoi? Et là, on attaque le grand 3. Alors, c'est le grand 3, c'est mon grand 3 hein, que je préconise. Ce serait de regarder les distances avec la notion d'optimisation, qui est quand même un thème assez classique et vraiment intéressant, parce qu'il utilise pas mal d'outils qui sont au programme de l'agrégation. Alors évidemment, les outils Pythagore, bon, hein, ça c'est l'incontournable théorème de Pythagore. La compacité, c'est ce qui va nous assurer l'existence de solutions optimales. Le calcul différentiel, c'est ce qui va nous permettre de préciser à quel endroit sont obtenus ces résultats optimaux. Mais il y a un problème entre le calcul différentiel et la compacité. Le calcul différentiel, c'est plutôt sur un ouvert. Donc là, il y a un petit conflit qu'il faut régler. Et puis, toujours dans le calcul différentiel, les extrémas liés, bon, c'est manifestement au programme, donc c'est bien de l'utiliser. Le premier problème, il est tout bête, hein, c'est vous avez un hyperplan et vous voulez minimiser la distance de A à l'hyperplan. Alors, comme vous êtes en euclidien, évidemment, vous avez l'angle droit, et là, l'angle droit, il nous assure une distance minimale AM, un AM0, en un point M0, qui est le projeté de A sur l'hyperplan. Alors, là, je vais le montrer par deux manières. La deuxième manière est ridicule, mais c'est juste heuristique, quoi. Parce que ça se fait avec Pythagore, hein, d'accord? Vous avez AM0 carré, hein, à partir du moment où vous avez construit ce point-là. Alors d'abord, il existe bien, parce que on va regarder la droite orthogonale à la direction de H passant par A, et M0 va être unique parce que ce sera l'intersection de cette droite et de l'hyperplan. Voilà. Donc M0 est unique, et à partir du moment où on a M0, n'importe quel point M sera de distance plus grande par rapport à A que M0, puisque on a l'identité de Pythagore. Bon, donc M0, c'est égal à D inter, cet hyperplan, la droite ici intersectée avec l'hyperplan. Alors maintenant, je vais le faire autrement. Pourquoi je vais le faire autrement? Parce que je vais m'entraîner sur les outils un peu plus sophistiqués que Pythagore, d'accord? Parce que ça, c'est quand même quelque chose qu'un élève de 3e peut faire, alors que là, il faut arriver à la grecque pour manipuler des extrêmes alliés. Mais je vais quand même le faire par une autre méthode, pour entraîner nos outils dans un domaine qu'on connaît bien, qu'on domine bien, où on risque pas de nous arriver de gros ennuis, d'accord? Et ça, je trouve ça toujours intéressant, hein, d'utiliser des trop gros outils
pour s'entraîner. Donc, je vous montre ça comme ça, juste, c'est vite fait, mais ça se trouve, vous connaissez très bien. On va prendre V une direction de H orthogonale, de sorte à ce que l'équation de l'hyperplan est de la forme OM, alors O c'est un point quelconque, OMV égale, ou VOM est égal à K. Donc ça, c'est effectivement linéaire avec du second membre, et ça, c'est un hyperplan, et effectivement, c'est un hyperplan qui est forcément orthogonal à H orthogonal, et donc ici, il suffit de trouver la constante. Si O est sur l'hyperplan, évidemment, la constante est nulle. Bon, alors maintenant, on suppose que AM0 est minimal. Alors, le calcul différentiel nous dit quoi? Les extrêmes alliés, ça nous dit qu'il y a un lambda, voilà, qu'on appelle le multiplicateur de Lagrange, avec f lambda de m égale am moins lambda facteur de, ici c'est la contrainte de m, puisque on impose une minimalité d'une fonction, mais avec contrainte. Hein. Donc la contrainte, c'est que m doit être sur l'hyperplan, donc doit vérifier cette équation. Voilà. Et tel que quoi? Tel que la différentielle en M0, là où c'est minimal, est nulle. Toute la différentielle, donc en tout H, ça s'annule. Voilà, alors on écrit ça, et on se rend compte qu'il va falloir savoir dériver l'application qui a M donne AM. Alors, vous le savez, en 0, là, donc ça implique une racine carrée en quelque sorte, et en 0, la racine carrée n'est pas dérivable. Donc il va falloir, donc la fonction ici, qui a M donne AM, ne sera pas différenciable, d'accord, en M égale A. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien savoir. Donc notre calcul différentiel, il va s'arrêter là. Si on est en un point sur lequel c'est pas différenciable, calcul différentiel, il ne peut rien pour nous. Mais si AM est non nul, ce qui est le cas, puisque A priori, on va le prendre en dehors de H. Donc si AM0 est non nul, alors on peut prendre la différentielle. Et la différentielle, à ce moment-là, bah, on regarde la partie linéaire du développement limité, hein. Bon, j'aime bien le faire comme ça, c'est la racine du produit scalaire AM, donc j'en remets au produit scalaire, parce que le produit scalaire est linéaire, bilinéaire, et là, donc du coup, je peux développer AM0 carré plus 2H, alors H c'est M0M, hein, plus donc 2H AM0 plus H carré. Donc là, c'est un petit taux de H. Maintenant, justement, je me sers du fait que AM0 est non nul, d'accord? Et donc AM0 racine de 1 plus bon, tout ceci. Alors j'ai un petit taux de H ici, hein, d'accord? Et quand je vais prendre le développement limité de la racine carrée ici, je vais avoir un demi qui va compenser le 2 ici, et je vais avoir ici AM0, donc je redéveloppe AM0, et je vais avoir AM0 plus, et ici, je vais avoir AM0 sur AM0 carré fois AM0, donc ici, vecteur AM0 sur AM0. Et donc ça, c'est le vecteur U0 normalisé dans la direction, donc voilà U0, c'est un vecteur normé dans cette direction-là. Ça, c'est important. Et donc, la différentielle en M0 de M donne à M, ça va être ceci, ça va être l'application qui a H donne U0, H, le produit scalaire. Donc maintenant, je peux prendre la différentielle en M0 de f lambda, que j'applique à H, et ça va faire, donc j'ai dit, U0.H moins lambda, et là quand je prends la différentielle, comme c'est linéaire, bon ici il y a des constantes, donc ça s'annule, et il va me rester que v.h. Hein, donc ici il n'y a pas de problème pour la différentielle. Donc maintenant ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette différentielle va s'annuler pour un certain lambda. Comme je ne connais pas lambda, autant l'annuler, et donc je vais prendre petit h, dès que petit h est orthogonal à v, donc ça s'annule. Je suis sûr, étant donné que ça est censé s'annuler, je suis sûr que U0.H égale 0. Donc, ça veut dire que dès que H est orthogonal à V, ce qui est équivalent à dire que
étant donné que V, c'est un vecteur ici orthogonal à H par définition, hein, d'accord, vecteur directeur de H ici. Donc ça veut dire que dès que H est dans la direction de l'hyperplan, d'accord, eh bien on a U0.H égale 0. Voilà. Donc ça veut dire que U0 doit être dans la direction orthogonale de H. Et c'est comme ça qu'on obtient bien notre point M0 qui est le projeté orthogonal de A. Bon, alors c'est beaucoup plus compliqué, vous allez me dire, que ça. Mais c'est sûr que quand on va faire le billard elliptique à 3 bandes, Pythagore, il ne va pas nous aider beaucoup. Hein, mais par contre, il faudra savoir faire ce genre de technique. Voilà. Alors après, pourquoi ça se mélange avec la compacité? Parce que il va falloir dire, oui, il existe un point M0 sur lequel la différentielle s'annule, pour pouvoir, par nécessité, dire ce point M0, c'est celui-ci. Et c'est la compacité qui nous aide à obtenir ce résultat d'existence. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais alors là, on est en train de chercher M sur H, et H n'est pas compact. Oui, mais on sait que on n'aura pas la minimalité sur un point extrêmement grand. Donc on commence par se restreindre à un compact pour l'existence, et ensuite le calcul diff, il fait tout le boulot. D'accord? Mais il faut se baser sur l'existence, ça c'est important. Voilà. Alors ce qui est important, bien sûr, c'est de savoir des petites formules. La distance de A à H, ça va être donc, bien sûr en valeur absolue, V scalaire OA moins K sur la norme de V. Si on prend V normé, évidemment, on n'a pas besoin de diviser par ça. Voilà. Et c'est important dans cette leçon de connaître un peu le déterminant de Gram. En tout cas, ça se place bien, c'est des choses faciles à placer. Le déterminant de Gram, alors là, par contre, ça va être plutôt en vectoriel, donc c'est plutôt, on n'est pas en affine. Il faut adapter un petit peu pour que ce soit en vectoriel, mais c'est pas difficile. Le déterminant de Gram d'une famille de vecteurs, ça va être le déterminant de UI scalaire UJ. Voilà, donc ça c'est pas difficile. Et on utilise la multilinéarité du déterminant. Hein, c'est très facile. Quand on prend x et qu'on veut x, regarder la distance dans un espace vectoriel euclidien du vecteur x au sous-espace engendré par E1 jusqu'à EK. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc engendré par, et ça on va supposer que c'est une partie libre, hein, ça va être important, eh bien on calcule g de x E1 EK, et par, ça va nous faire une matrice, hein, avec des produits scalaires, donc ça va être une matrice K plus 1, K plus 1, et chaque coefficient ça va être un produit scalaire, et par multilinéarité, ben, on va, par rapport à la première colonne, on va pouvoir mettre x moins h plus h, et développer. Mais comme H, alors H c'est quoi? H ça va être le projeté orthogonal de X sur le sous-espace engendré par les EI. Et donc ici on va avoir une famille liée. Et à partir du moment où on a une famille liée, ici, c'est très facile de voir que du coup, par bilinéarité de la forme, eh ben, on va avoir les colonnes qui vont être liées, et donc le déterminant qui va être nul. Donc ici, ça va s'annuler. Et ici, comme x moins h est orthogonal à tous les UI, d'accord, c'est par construction de petit h, eh bien, dans notre déterminant de Gram, on va avoir une colonne où on aura juste x moins h en haut, à gauche, et le reste de la colonne, ça va être que des zéros, parce que ici, ce sera orthogonal. Donc, quand on développe par rapport à la première colonne, ce déterminant-là va être égal à la norme au carré de x moins h fois g de E1 EK. C'est là où E1 EK, c'est important qu'il soit une famille libre, que ce soit une famille libre, parce que ça va nous permettre d'avoir la distance ici de x à notre sous-espace au carré, qui est égal à ce déterminant de Gram sur ce déterminant de Gram.
Bon, je fais une vidéo sur les déterminants de Gram où les choses sont beaucoup plus précisées. Voilà donc pour ce préliminaire sur l'optimisation des distances, où ça c'est inévitable de toute façon dans la... Maintenant, on peut s'amuser à partir sur les distances, optimiser des distances avec une bande. Il y a un exercice typique que peut poser le jury dans ce genre de leçon. C'est, on a deux points A et B. Ici, on a une droite, ou si vous voulez un hyperplan, vous pouvez prendre un hyperplan. Et on veut atteindre B en une bande, de sorte à ce que la distance soit minimale. Comment choisir le point ici? Le minimum, supposons qu'il soit atteint. D'accord? Est-ce qu'il existe ce minimum? C'est là où je vous disais, compacité, ça va être important. Ben oui, parce que il va y avoir, ici, je prends des projetés orthogonaux, d'accord? Et je suis sûr que en dehors de ça, d'accord? Donc en dehors de ce compact-là, je n'ai pas de point minimal, puisque ici, si je prends M, AM va être plus grand que ce AM0, et BM va être plus grand que ce BM0. Bon, ça c'est juste des inégalités triangulaires. Donc, ça veut dire que maintenant, si je cherche un minimum, alors qu'au départ, je le cherchais sur un truc non compact, mais je me ramène à un compact. D'accord? Voilà. Mais, donc ce minimum, vous pouvez déjà affirmer qu'il existe. Maintenant, pour le construire, ben, c'est toujours pareil. Vous avez la géométrie synthétique et la géométrie analytique qui vous permet de trouver ce point M. Alors, dans la géométrie synthétique, ben, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'objet directement. D'accord? C'est un combat au corps à corps. Alors, ici, vous prenez... Alors ça, regardez bien, hein, c'est typique des problèmes avec rebond, c'est de prendre le symétrique par rapport à l'axe. Vous avez un point B' qui est symétrique par rapport à l'axe. Et maintenant, minimiser cette longueur, étant donné que cette longueur-là est égale à cette longueur-là, ça revient à minimiser cette longueur. Mais cette fois-ci, il n'y a plus de rebond. Donc, on minimise un segment, et là, on minimise la longueur de la somme de deux segments, et on sait que c'est encore l'inégalité triangulaire, c'est la ligne droite qui va nous minimiser ça. D'accord? Donc, on prend une ligne droite, donc on construit, maintenant, après avoir fait l'analyse synthèse, on construit le symétrique orthogonal, ici, on construit la droite, et on prend le point M0, ici, d'accord? Et ça va nous minimiser notre problème. Voilà. Entre parenthèses, vous remarquerez que cet angle-là doit être égal à cet angle-là, et que du coup, ça va être égal comme alterne interne à cet angle-là, qui va être égal du coup, et qui va faire que cet angle-là est égal à cet angle-là. D'accord? Alors, on retrouve des principes de Descartes, de loi de Descartes, où, en fait, les problèmes de minimalisation se rapportent à des problèmes d'optique où on a un rayon lumineux qui se réfléchit et qui obéit à ces lois où il va se réfléchir avec une symétrie, où cet angle-là va être égal à cet angle-là. Ce qui veut dire que la nature tente d'optimiser, c'est ce qu'on disait dans l'introduction. Donc maintenant, on va le faire avec la géométrie analytique, c'est-à-dire en utilisant, encore une fois, les extrémas liés. Alors, allons-y avec les extrémas liés et le calcul diff. D'abord, il nous faut existence. Donc, existence du point où ça va être minimisé. Donc, on a dit, c'est grâce à la compacité, c'est-à-dire qu'on a une fonction continue, la fonction qui a m donne am plus bm, elle est continue sur un compact parce qu'on a un segment.
Maintenant, on va utiliser le calcul différentiel, c'est-à-dire qu'on va dire, bah oui, telle fonction va avoir une différentielle qui s'annule. Mais pour ça, il faut travailler sur un ouvert. Un ouvert sur lequel c'est différenciable. Alors d'abord, cette fonction, elle est différenciable parce que m est forcément différent de a et b. D'accord ? Puisque a et b n'ont pas été pris sur l'hyperplan. Donc ça déjà, c'est une bonne nouvelle, parce que des fois, dans le point de Fermat, par exemple, on a des vrais problèmes et qui nous demandent une bonne partie de notre réflexion. Alors, ici, effectivement, c'est différenciable, il suffit de trouver un ouvert, mais un ouvert, on en a, quitte à aller le chercher, vous prenez ce segment ouvert, là, par exemple, entre là et là, et donc vous êtes sûr d'avoir un minimum sur un ouvert. Donc là, il n'y a pas de souci. Et donc maintenant, on fait notre calcul de différentiel, on a notre point M0, d'accord, sur lequel ça va se minimiser, on a l'existence de notre multiplicateur de Lagrange, d'accord, qu'on ne connaît pas, donc on va vouloir l'éliminer, et on sait que la différentielle est nulle, et on a H, d'accord, en H, ça va être U0.H, donc U0 c'est un vecteur, hein, ici. Alors U0, on a dit que, là ça va être la différentielle, donc c'est un vecteur normalisé dans la direction donc c'est le vecteur normalisé dans la direction de AM0, d'accord, sur cette droite, et V0, ça va être de la même manière un vecteur normalisé de BM0 sur cette droite. Donc vous allez avoir U0 scalaire H plus V0 scalaire H, hein, forcément, ça c'est des différentiels, moins lambda fois W scalaire H, où W, ben, ça va être un vecteur, ici, encore une fois, on va le prendre normalisé, sur de la direction de H orthogonale. Donc maintenant, je vais prendre H orthogonal, comme tout à l'heure, à W, c'est-à-dire H dans la direction de H, à l'orthogonale de l'orthogonale. Donc je vais prendre H là ici, pour éliminer ceci. Je sais que j'ai 0, puisque par théorème des extrêmes alliés, et par construction de mon multiplicateur de Lagrange, j'ai 0 ici, ce qui va faire que U0 scalaire H plus V0 scalaire H va être nul pour tout H dans la direction de grand H. Oui, alors attention, on va avoir l'angle bêta ici, et l'angle alpha qui va être comme ceci, d'accord, attention. Donc on va avoir la somme des cosinus ici, puisque ça c'est normalisé, hein, et H, c'est le même H ici, ici. Donc on va avoir la somme des cosinus qui est égale à 0. Donc on a bien les lois de Descartes. D'accord ? Voilà, donc encore une fois, hein, on a vu un problème de deux manières, par une géométrie synthétique et par une géométrie analytique. Donc ces problèmes d'optimisation avec rebond, ça se fait très souvent avec des réflexions orthogonales, et puis la distance la plus courte c'est la ligne droite. Ensuite, vous avez la méthode avec la géométrie analytique, avec tout ce système, compacité pour l'existence, ouvert pour le calcul différentiel, calcul de différentiel, et puis annulation avec multiplicateur de Lagrange. Voilà. Après, on peut passer à un petit peu plus difficile, et c'est le triangle ortique. Alors maintenant, un joli problème d'optimisation, pareil qu'on peut faire avec la géométrie synthétique ou de la géométrie analytique. Regardez ce problème d'optimisation. Vous avez un triangle ABC et vous voulez un triangle qui s'appuie sur les trois arêtes du triangle et qui minimalise le périmètre. D'accord ? Donc c'est ce triangle rouge et on veut qu'il ait un périmètre minimal. Alors faisons-le déjà avec de la bonne vieille géométrie à l'ancienne. Analyse synthèse, hein, on suppose qu'on a résolu notre problème. Ici, je vais appeler M0 ce point-là. Et comme d'habitude, dans ces problèmes d'optimisation par réflexion, vous voyez, on prend des symétriques. Hein, d'accord ? Donc, c'est bien photographié, cette petite astuce, elle est assez classique. Ouais, puis c'est toujours la même. Vous prenez le symétrique de M0 ici, d'accord, par rapport à AB et par rapport à AC, et comme ça, vous avez deux points, B' ici et C'. Et là maintenant, comme là vous avez la même distance et là vous avez la même distance, vous voulez minimiser B', C', qui est en trois segments en quelque sorte. Donc évidemment,
évidemment, le minimum, ce sera quand ce sera la ligne droite. Alors maintenant, on peut du coup réfléchir un peu mieux. Supposons donc, toujours par analyse synthèse, que c'est bien la ligne droite. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, cet angle, d'accord, c'est le double de cet angle-là, puisque à chaque fois, on a des bisectrices ici, puisqu'on a pris des symétriques, hein, d'accord? Donc ici, c'est le double. Hein, donc je dis que B'AC', c'est 2 fois BAC. C'est normal, c'est par construction. Donc, maintenant, c'est facile de calculer B'C', d'accord? Puisque là, on a un triangle isocèle, donc B'C', c'est 2 fois le rayon du cercle fois le sinus de la moitié de cet angle. Mais la moitié de cet angle, c'est sinus, donc la moitié de cet angle-là, c'est donc le sinus de BAC. D'accord? Voilà. Donc c'est 2 fois R sinus BAC. Mais R, c'est AM0. Mais sinus BAC, il est fixé. Hein, c'est la donnée de base. Donc, le seul truc sur lequel on peut jouer, c'est M0. Donc il faut que AM0 soit minimal, pour que B'C' soit minimal aussi. Mais quand est-ce que AM0 est minimal, sachant que M0 est sur BC, quand on a le projeté orthogonal. Donc, ça veut dire que maintenant, il faut que M0 soit le projeté orthogonal du point A. D'accord? Donc ici, c'est notre projeté orthogonal M0. Et de la même manière, il faut qu'on ait un projeté orthogonal pour C, et puis un projeté orthogonal ici pour B. D'accord? Et là, forcément, ce sera le minimal. On sait hein, qu'on a ici, au milieu, l'orthocentre. Et si on regarde bien, par construction, et si on repense à l'exercice précédent qu'on a fait sur le truc en une bande, eh bien, on voit que ici, on va avoir encore les lois de Descartes, d'accord, les lois de réflexion hein, de Descartes, ce qui va faire que pour ce triangle-là, on va avoir une périodicité dans le problème du billard. C'est le problème du billard triangulaire. Et on va avoir une périodicité, c'est-à-dire que quand vous allez lancer une boule ici, en imaginant que ça ne s'arrête pas, et sur ce triangle-là, il va y avoir, vous pouvez faire ça avec un rayon lumineux, ça va se refléter de façon périodique. D'accord, comme ça, c'est très très joli. Et on a encore une fois un lien entre la paresse de la nature et l'optimisation. Voilà. Alors après, regardons comment on peut faire ça analytiquement. Là encore, à partir du moment où c'est un triangle, il n'est pas tout à fait clair que ce soit plus facile avec l'analytique. Mais à partir du moment où ce sera, par exemple, un billard elliptique, alors là, franchement, il faudra basculer sur la géométrie analytique. Hein, là, ça va devenir plus rentable. Donc, allons-y. Hein, qu'est-ce qu'on veut faire analytiquement? On a une application qui va du segment BC croix AC croix AB, qui a des points qu'on va appeler MA, MB, MC. Donc ça, M0, c'est en fait MA hein, ici. MB, MC. On associe la somme des longueurs MAMB, MAMC, MBMC. Alors, la compacité, donc la continuité de cette application fait aucun doute. La compacité de l'ensemble de départ fait aucun doute aussi. Donc, il va y avoir un minimum. D'accord? Maintenant, pour que le calcul différentiel puisse nous venir en aide, il va falloir que ce minimum, maintenant, se fasse d'abord sur un ouvert. Et en fait, ça va coïncider avec le problème. Il ne faut pas que les deux points là, MA soit égal à MB ou MB soit égal à MC. Vous voyez? Donc, il va falloir exclure le cas, d'accord, où MB, par exemple, égale MC. Après, par symétrie, le reste, ce sera bon. Parce que si MB est égal à MC, ça veut dire que c'est à l'intersection des deux, et donc c'est au point A. Donc, ça voudrait dire qu'on a le triangle, vous voyez, c'est un triangle dégénéré,
Et le périmètre du triangle, ce serait AA plus AH plus HAH, 2 fois. D'accord? Le périmètre du triangle. Et donc, c'est 2 AH. Et il faut vérifier que le minimum, d'accord, n'est pas 2 AH, parce que sinon, on ne peut pas utiliser le calcul différentiel. À partir du moment où le minimum ne sera pas 2 AH, alors on sera sûr que le minimum sera atteint sur l'ouvert BC croix AC croix, donc ça c'est un produit d'ouvert, et ça c'est un ouvert, c'est un produit d'ouvert, donc c'est un ouvert, et donc là, le calcul différentiel va nous apporter la solution, d'accord, et les extrémas liés. Il faut bien avoir en tête ce contre-exemple, qui est déjà en dimension 1, alors, vous voyez, donc quand vous pouvez parfaitement, sur un intervalle qui n'est pas ouvert, avoir un maximum, ou un minimum, bien sûr, sans que la dérivée s'annule. Par contre, si vous êtes sur l'ouvert, alors, pour avoir un maximum ou un minimum, il faut que la dérivée s'annule absolument. Donc, c'est là où le calcul différentiel et la compacité se frottent un petit peu. C'est dommage, ça aurait pu être un bon partnership, mais là, il y a un truc à vérifier, et là, il y a un petit... Donc, on vient de dire qu'il ne fallait pas que le double de la hauteur soit minimal. Sinon, on ne peut pas utiliser le calcul différentiel. Alors, il faut exhiber un triangle inscrit dans le triangle ABC, tel que son demi-périmètre est strictement plus petit que la hauteur. D'accord ? C'est-à-dire que le périmètre doit être strictement plus petit que 2 fois la hauteur. Mais, bon, alors là, je vais tricher un petit peu, d'accord ? Je triche pas mathématiquement, mais je triche sur le fait que je connais la solution. Mais je peux la connaître avec le calcul différentiel. Alors. Donc, en prenant cette ligne droite avec B', C', d'accord, qu'on avait fait tout à l'heure, on a B', C' qui est égal au périmètre de ce triangle inscrit, et donc le demi-périmètre, on avait vu que B', C', c'était 2 fois AH0 sinus de l'angle BAC. Bon, très bien. Donc ça veut dire que le demi-périmètre est strictement plus petit que AH0, puisque le sinus c'est plus petit que. Donc voilà, on en a trouvé un en trichant un petit peu, mais donc finalement, on va bien pouvoir travailler sur un ouvert, parce que ce minimum, on a compris qu'il était atteint sur un ouvert. Bien, alors maintenant, on va faire du calcul différentiel. Alors, jusqu'à présent, on avait un point à fixer, et il fallait calculer le différentiel de l'application qui a M donne la distance AM. C'est exactement pareil lorsqu'on a 2 variables, qui sont 2 points, et qu'on regarde la distance entre ces 2 points. Et là, MM', c'est pareil, c'est la racine du produit scalaire MM', et quand on va calculer la différentielle, mais cette fois-ci en H', ça c'est des vecteurs, voilà, ça ce sont des vecteurs, voilà, qui correspondent à vecteur OM, OM', quand on a fixé un point O, et on va obtenir de la même manière, et ça c'est facile, U0, H' moins H, d'accord, comme différentiel. Donc où U0, c'est le vecteur sur M0, M'0, qui est normalisé dans la direction M0, M'0. Alors bien sûr, vous l'avez compris, il faut que M, on soit sur l'ouvert, où M est différent de M'. Maintenant, on calcule cette fonction qu'on veut minimiser, et on va calculer cette différentielle, d'accord. Bon, j'ai cette différentielle. Je vous fais remarquer que on annule la différentielle, mais avec des multiplicateurs de Lagrange. Donc il y a 3 multiplicateurs de Lagrange cette fois-ci, mais j'ai fait disparaître les multiplicateurs de Lagrange parce que je suppose que les vecteurs HA, par exemple, ici, donc MA, il est sur BC, d'accord? Et donc je vais supposer que HA est un vecteur
qui est sur la droite BC. Et pareil pour HB sur la droite AC et HC sur la droite AB. D'accord? Comme ça fait disparaître, on a vu tout à l'heure, ça faisait disparaître les multiplicateurs de Lagrange. Donc, je vais avoir que pour tous ces vecteurs-là bien choisis quand même, pour faire disparaître les multiplicateurs, et ben ça va être nul. Donc, en particulier, je peux prendre HB, HC égale 0 et HA justement sur BC pour simplifier les choses. Et je vais avoir que, alors ça c'est évidemment, ça c'est des vecteurs normalisés, hein, comme ici, hein, de A à B. Et je vais avoir que HA va devoir être orthogonal à UCA moins UAB, ce qui va faire finalement qu'on va retrouver encore une fois les lois de Descartes. Les lois de réflexion de Descartes, hein, pas de réfraction, hein, je parle de lois de réflexion. Et là, vous allez me dire, pareil, la géométrie synthétique était beaucoup plus concluante. Déjà parce que j'ai triché ici, et voilà. Mais maintenant, je vous conseille hein, de regarder le billard elliptique, où cette fois-ci, c'est pas un périmètre minimal qu'on veut, c'est un périmètre maximal. Parce que sinon, si on prend le minimal, il sera ici atteint, il ne sera pas atteint sur l'ouvert. Hein, d'accord. Donc, mais par contre, le périmètre maximal, lui, il va être atteint sur l'ouvert. Donc ça, c'est important. Et à l'intérieur d'une ellipse. Voilà. Alors, pareil, ça va être atteint, on va montrer que ça va être atteint avec les lois de réflexion. Donc, le triangle est tel que la bisectrice en A, d'accord, est normale en A à l'ellipse. Voilà, d'accord. Donc ces deux angles, en gros, ils sont égaux. Ce qui va faire que si on met un rayon lumineux, il va être périodique, d'accord. Ou si on joue au billard, c'est le billard elliptique, on a trouvé une période 3 dans le problème du billard elliptique. Alors, c'est exactement pareil, mais cette fois-ci, la géométrie synthétique, c'est beaucoup plus difficile d'utiliser le caractère elliptique. Mais au niveau difficulté, il n'y a aucun dépaysement, c'est même plus simple à ce niveau-là. Hein, pour montrer que c'est sur un ouvert, c'est même plus simple parce qu'on cherche un périmètre maximal. Je vous conseille ça fait un joli développement, en plus très transversal, parce qu'il passe en analyse sans problème sur le calcul différentiel. Il est dans le livre de François Rouvière chez Cassini. Hein. Comme ça dépend des versions, moi je vous conseille de regarder dans les exercices de la fin. Hein, de la fin. Là, moi je l'ai page 384 ici. Voilà, une partie de billard, ça s'appelle, montrer qu'il existe sur un billard elliptique une trajectoire fermée à 3 rebonds. Donc ça c'est pas mal. 129 exercices. C'est pas mal. Écrit à l'intention des étudiants en licence. Ok, ça se discute. Alors, des choses en vrac qui peuvent faire de jolis développements, et dans le cadre de distance et optimisation, donc ce chapitre 3, dernier chapitre hein, du plan, le théorème de projection sur un convexe fermé, bon, si on entame un chapitre comme ça, c'est presque obligé. Donc vous avez un convexe fermé, là, que je représente comme ça, de façon misérable, par une espèce de courbure, comme ça. Puis vous avez un point, et là vous avez une distance. D'accord. Alors le point, il est unique. Et ça, pour montrer qu'il est... Alors l'existence, c'est très facile, d'accord. L'existence d'un point qui minimise la distance, donc il suffit de parler de compacité, de continuité, etc., de la norme. Et puis l'unicité, elle vient du fait qu'on a un convexe, mais que la norme est strictement convexe. En gros, de Pythagore, quoi, en quelque sorte. Donc vous avez l'unicité. Des petits à côté de ce théorème de projection. D'abord, ça c'est assez intéressant. Quand vous avez x ici et y, le projeté de x sur le fermé, le convexe fermé qu'on va appeler f, tout y' de f va vérifier que l'angle ici sera obtus. Voilà. Hein, bon, on s'en doute. Alors, derrière ça, il y a une histoire d'hyperplan de contact
qui va séparer X et le fermé, et qui va toucher le fermé, hein, en Y. La caractérisation, ça, je trouve ça pas mal, mais c'est un petit peu difficile à démontrer, mais ça peut faire globalement un joli développement avec la caractérisation. Vous avez une caractérisation des convexes fermés. Si un ensemble est fermé et qu'il existe un unique Y, donc il existe une projection, c'est-à-dire un unique Y pour tout X dans E qui minimise, alors c'est forcément un convexe. Ça, c'est assez rigolo. Ça se fait par récurrence sur la dimension. Hein, la dimension 1 pose pas trop de problèmes, mais après, faut monter et on fait une récurrence sur la dimension. Autre chose aussi, qui utilise toutes ces choses-là, et Pythagore, et bien c'est que si f est un convexe fermé, l'application qui a x donne d de xf et C1. Voilà. Alors, vous allez me dire, toutes ces choses, hein, on a parlé d'extrême allié dans ces histoires, de C1, est-ce que ce serait pas un petit peu de l'analyse? Bon, alors j'ai envie de répondre, c'est pas moi qui ai commencé, hein, on était sur un espace affine euclidien, et qui dit espace affine euclidien dit qu'on est sur R. R, on va pas l'attaquer avec des cacahuètes, hein, on va pas l'attaquer avec les divisions euclidiennes ou des choses comme ça, hein, c'est l'analyse, hein, donc voilà. Et puis, bon, tant mieux, comme ça c'est transversal, quoi, hein, et puis on pourra placer des choses dans des développements d'analyse, voilà. Ensuite, toujours dans l'optimisation, mais dans l'espace des matrices, munies de la norme 2, qui est la norme dont le carré, c'est la somme des coefficients de la matrice au carré, et qui peut aussi, vous le savez, s'écrire A donne trace de A transposé A, hein, cette somme de coefficients au carré, sur R. Alors, la matrice orthogonale M, la plus proche d'une matrice de Mn de R, c'est forcément une matrice O telle que on ait une décomposition polaire A égale OS, alors avec O orthogonale et S positive. Alors attention, si A est dans GLN de R, alors c'est décomposition unique, sinon c'est pas unique. Hein, donc c'est pas unique, du coup, en général, et d'ailleurs, ON de R n'est pas convexe. Hein. On sait que son enveloppe convexe, c'est la boule unité pour ça. Alors ça, vous pouvez trouver ça dans Carnet de voyage en analysant. Et également, quelle est la matrice singulière? Donc on a un fermé, qui est l'ensemble des matrices de déterminant 0. Donc ça, c'est l'ensemble des matrices singulières. Quelle est la matrice singulière la plus proche? Voilà. Donc ça, c'est des petits problèmes assez amusant. Pour la matrice singulière, donc ça, on le fait avec la décomposition polaire, et cette forme quadratique trace de A transposé A, c'est pas difficile, hein. On monte d'abord une inégalité en écrivant la décomposition polaire, et ensuite on montre que cette égalité, elle est atteinte pour O. Voilà. Et ici, ça se fait très bien avec, pour la matrice singulière la plus proche d'une matrice de GLN, ça se fait très bien avec les extrêmes alliés. Voilà. Bon, je terminerai avec le point de Fermat, qui est aussi dans Carnet de voyage en analysant. Donc, on a un triangle ABC. Alors, c'est un triangle qui... Alors, attention, il y a des hypothèses. Il faut que les angles du triangle ne dépassent pas 2π/3. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié tout à l'heure de parler, tout à l'heure quand on parlait du triangle ortique, un triangle qui minimise le périmètre du triangle inscrit dans un triangle, il fallait que le triangle ait tous ses angles aigus. Sinon, quand on projette orthogonalement, quand on dessine les hauteurs, si les angles ne sont pas tous aigus, il y a des hauteurs qui peuvent sortir du triangle, évidemment. Donc ça, j'avais oublié ça, j'en profite pour vous en parler. Donc bref, on a ici ABC un triangle, donc tous les angles sont strictement inférieurs à 2π/3. Eh bien, on peut minimiser l'application qui a M donne MA plus MB plus MC. Alors ça, c'est intéressant,
même si c'est très pratique. Ça veut dire que si on a 3 endroits, on imagine 3 mines de quelque chose et il faut une usine, il faut un emplacement de l'usine pour minimiser la somme des 3 distances pour que les transports soient le plus économiques possible. Ben voilà, hein, on a ça. Ben, vous voyez comment vous faites, toujours pareil. Hein, vous prenez, d'abord vous montrez dans un premier temps que c'est atteint dans un compact. Évidemment, M, vous n'allez pas le chercher à perpète. Hein. Ensuite, que c'est pas atteint à des points où l'application n'est pas différenciable, c'est-à-dire en A, B et C. Alors ça, c'est un petit peu plus difficile, il faut pouvoir montrer ça. Bon, mais ça se fait avec une fonction réelle, en déterminant une fonction réelle. Il y a une petite astuce quand même. Et ensuite, bah, normal, hein, puisqu'on a le compact, puisqu'on a enlevé les points A, on s'est ramené à un ouvert et on voit, en prenant la différentielle, qu'il faut que UA plus UB plus UC soit égal à 0. Le point où UA, c'est un vecteur normé sur, vous voyez, par exemple, dans la direction de A, à partir de P, et pareil, UC, UB, voilà. Donc, et ça, ce sont des vecteurs unitaires, hein, donc normés. Et donc, ce qui fait que c'est un point P qui va voir A, B et C avec le même angle. Il y a isogonalité ici, donc forcément 120 degrés là ici. Et donc, ça peut se construire avec des cercles, etc. Voilà, ça s'appelle le point de ferme. Il y a unicité. Voilà, donc là maintenant, on a fini avec le plan et ce que j'avais envie de raconter sur cette leçon. Maintenant, on peut jeter un coup d'œil aux preuves que vous devez connaître, les petites choses qu'il faut savoir faire pour la discussion du jury. Oui, le jury va balayer le plan, va vérifier que il y a des preuves que vous savez bien, les preuves un peu essentielles, et puis ensuite poser quelques questions, des petits exercices pour la discussion. Alors, on va balayer quelques questions de jury, quelques questions de cours ou exercices. Hein. D'abord, c'est important de savoir montrer, le jury peut demander pourquoi une isométrie est forcément affine. D'abord, on trouve un point invariant. Et une fois qu'on a un point invariant O, eh ben, on peut assimiler l'application M donne F de M avec l'application vecteur OM donne OF de M, le vecteur OF de M. Voilà. Donc à partir de là, il suffit de montrer que c'est linéaire et on le fait avec les normes, ça je vous en ai parlé. L'engendrement par les réflexions, ça c'est important. L'engendrement par les réflexions, bah, c'est toujours ces histoires d'engendrement, ça se fait avec des ajouts d'invariants. À chaque fois, on ajoute un invariant avec une réflexion. Une réflexion nous permet d'ajouter un invariant. Et ce qui est très important dans cette histoire, c'est que si A est invariant et si F est une isométrie, alors forcément, AFM est égal à F de M est égal à AM. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est le truc important par définition d'une isométrie et du fait que A est invariant. Et du coup, A est sur l'hyperplan médiateur défini par M et F de M si M et F de M sont distincts. Voilà, c'est des réflexes à avoir, ces histoires d'hyperplan médiateur, ces histoires qu'est-ce qui se passe quand on a un invariant, hein, c'est assez fécond, hein, vous avez vu, voilà. Et si on a un invariant, surtout, c'est ce qu'on vient de voir, on peut assimiler notre application affine, par exemple, à une application vectorielle. Voilà. Là, à bien connaître, si on affine une isométrie qui laisse fixe un sous-espace, alors elle laisse fixe aussi l'orthogonale. Donc vous prenez y dans f orthogonale, x dans f, et vous montrez que phi de y, x égale 0, parce que l'adjoint c'est l'inverse. Donc c'est très facile. Hein. Le tout c'est d'avoir de bons réflexes. Dans le même ordre d'idées, oui, savoir prouver aussi, ça je ne l'ai pas écrit, mais que quand on a un convexe fermé, on a bien un élément unique qui assure la minimalité de la distance, hein, de x à un élément du convexe fermé. Voilà.
ON, savoir montrer que c'est compact. Hein. Pourquoi c'est fermé? Ben oui, parce que c'est l'image réciproque de l'identité pour l'application continue M donne M transposé M. Et puis pourquoi c'est borné, ça c'est très facile. SON, ça peut être une question comme ça, un petit exercice, montrer que SON est connexe, c'est un exercice classique de jury. Bah, c'est pas difficile parce que si on sait réduire une matrice de SON, d'accord, ON n'est pas connexe puisque le déterminant qui est continu envoie vers le discret 1-1. Bon, donc c'est pas connexe. Mais SON, lui, va être connexe. Vous prenez A dans SON. A se décompose en P, une matrice de passage. Bon, on s'en fiche un petit peu de sa nature. Ici, vous avez des blocs. Un bloc identité, un bloc plusieurs blocs de matrice R-pi. Donc, c'est des retournements. En fait, c'est des -1. Pourquoi? Parce que les -1, ils arrivent en nombre pair. D'accord? Donc, on peut les mettre sous la forme de R-pi. R-pi, hein, d'accord? C'est -1, -1, 0. D'accord? Et puis, des matrices R-θ qui, elles, sont indivisibles, hein, avec cosinus θ, sinus θ, moins sinus θ, cosinus θ. Et toutes ces matrices, et puis là, je mets P-1. Hein, et toutes ces matrices, je remplace dans toutes ces matrices, bon, l'identité, je la laisse, mais toutes les matrices de la forme Rθ, même Rπ, hein, je remplace Rθ par Rtθ, où T va varier de 0 à 1. Alors, pour T égale 1, on aura bien Rθ, et pour T égale 0, on aura l'identité. Et donc ici, on va avoir l'identité. Avec P et P-1, ça va faire l'identité. Donc on a un chemin continu qui va relier A à l'identité. Donc SON va être connexe. Connexe par arc. Petite question, petit exercice. Est-ce que vous pouvez trouver les isométries positives, classifier les isométries positives de R4? Donc dans un premier temps, on se ramène par le morphisme qui envoie un élément de GA sur un élément de GL. Donc on se ramène à du linéaire. Et quand on est sur le linéaire, on est dans le groupe orthogonal que l'on réduit. Et on peut réduire en I4, où I2 ici est Rθ, et Rθ1, Rθ2. Donc vous savez maintenant que si vous voulez classifier les isométries, non plus le groupe orthogonal, mais les isométries, vous partez de là et vous regardez si 1 est valeur propre ou pas. Alors là, évidemment, vous avez les translations. Là, 1 est valeur propre. Et donc, vous allez avoir des espèces de rotations, mais au lieu que ce soit un axe, comme en dimension 3, c'est un plan qui est invariant. Et donc, vous allez avoir des espèces de vissages, mais le long de ce plan-là. Et puis, ici, 1, donc je suppose que quand j'appelle θ, θ il peut être égal à pi, mais par contre il ne peut pas être égal à 0 au milieu de pi. Donc ici, 1 n'est pas valeur propre, voilà. Et donc on a un point fixe unique. Voilà. Des petits exercices de géométrie tout bébête, de composés de rotation. Ici vous avez une rotation, on vous donne le centre, on vous donne l'angle, là on vous donne le centre, on vous donne l'angle. Donc vous avez pi sur 2 et pi, donc vous avez deux rotations. Alors on est dans le plan, bien sûr, vous l'avez compris. Donc ça va nous donner moins pi sur 2 quand on va ajouter les deux, modulo de pi évidemment. Et il faut trouver le point C. Or bon, donc cet angle-là, il est facile à trouver en regardant dans GL. Mais le point C, là, vous ne pouvez pas vous ramener à GL. Mais c'est pas difficile, toujours avec la même idée ici. C'est que, puisque vous avez la composée de rotation que vous connaissez, vous pouvez trouver toujours l'image d'un point. Par cette composée, donc M donne M', et vous savez que C, c'est l'unique invariant de cette rotation. Donc C va se retrouver sur la médiatrice de MM'. Donc il suffit d'un deuxième point, et vous prenez l'intersection des deux médiatrices, et vous avez votre centre. Alors bon, vous avez des variantes de ça. Si par exemple je mettais ici moins pi sur 2, alors là, vous saurez que ici vous avez une translation. Donc, comme vous avez une translation de vecteur U, il suffit de connaître l'image d'un point pour avoir le vecteur de translation. Vous avez aussi l'équivalent avec les symétries glissées. Il ne faut pas oublier la symétrie glissée. Voilà. Encore une autre question. Soit M dans Mn de R. Alors ça fait partie des questions justement sur le lien entre comment les isométries peuvent venir à l'aide du linéaire ou de la fine. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand vous montrez que s'il existe une projection sur un fermé,
alors ce fermé est convexe. Hein, d'accord? Vous voyez que la convexité, c'est l'essence même de l'affine, alors que la projection, on minimalise la distance, c'est l'essence même de l'euclidien. Donc l'euclidien vient en aide pour voir des problèmes purement affines. Donc ça, c'est assez sympa. Et ici, bah pareil, faut montrer que pour toute matrice M, il existe P et Q dans ON tel que PMQ est égal à D. Donc une matrice n'est pas, toutes les matrices ne sont pas diagonalisables, encore moins diagonalisables en base orthonormée, mais par contre, on peut toujours, si on fait deux changements de base, d'accord, un changement de base à droite, un à gauche, et bien tomber sur quelque chose de diagonal. Mais des changements de base orthonormés. Ça, c'est assez sympa. Bah oui, ça vient de la décomposition polaire, M égale OS. D'ailleurs, la décomposition polaire aussi, il faut savoir un petit peu l'idée, pas forcément l'homomorphisme, mais que S, c'est la racine carrée de M transposé M, en quelque sorte. La racine carrée positive de M transposé M, et que O, une fois qu'on a S, il se trouve directement. Ça, il faut le savoir. Mais bref, pour résoudre ça, vous prenez M égale OS. Donc, ça, comme S est symétrique, eh ben, ça veut dire que ça se diagonalise en base orthonormée. Donc, O, P0, D, P0-1, avec P. Donc, O et P0 sont dans ON. Donc, maintenant, ben, il n'y a plus qu'à passer de l'autre côté. Vous avez P0-1, O-1, M, P0 est égal à D. Et donc, voilà notre matrice P et voilà notre matrice Q. Hein, voilà, tout simplement. Donc ça, bon, ça c'est rigolo. Une petite question, soit petit g, donc pareil, encore une question de ce style-là. On prend G dans GA. Est-ce qu'il existe une forme euclidienne sur l'espace affine, ou sur l'espace vectoriel associé, hein, si vous voulez, telle que G soit une isométrie? Voilà, petite question. Bon, voilà, ça. Alors bon, évidemment, le réflexe, c'est de regarder l'endomorphisme associé de G, qu'on va noter G flèche. Déjà, c'est diagonalisable. Donc, il faut que ça soit diagonalisable. Alors, on ne va pas dire en base orthonormée, puisque la forme n'existe pas. Mais il faut au moins que ce soit diagonalisable avec des valeurs propres qui sont des puissances de iθ. Donc ça, c'est nécessaire. D'accord ? Maintenant, c'est suffisant. Parce que si c'est diagonalisable avec des valeurs propres exponentielles du iθ, vous avez une base de vecteurs propres et vous définissez une forme qui rend orthonormée cette base de vecteurs propres. Voilà, tout bêtement. Hein, donc c'est tout bête. Et donc G là devient une isométrie. Mais il y a cette condition diagonalisable avec des valeurs propres de cette forme-là. Montrer que ON est sous-groupe maximal compact. Parce que ce serait très difficile de vous faire montrer que tout sous-groupe compact de GL est conjugué à un sous-groupe de ON. Mais par contre, que ON est un sous-groupe maximal compact, c'est très facile. Parce que si vous supposez que vous avez un groupe G qui contient ON, et qui est compact, alors vous prenez petit g dans grand G, vous le décomposez par la décomposition polaire, G égale OS, S est dans G, forcément, puisque S est égal à O-1 G. O-1 est dans grand G, forcément, puisqu'il est dans ON, et petit g est dans grand G. Donc S est dans grand G, et de la même manière, comme S est égal à P, D, P-1, comme ici, donc D, c'est une matrice diagonale avec que des éléments positifs. Donc je regarde toutes les puissances de D, elles sont aussi dans le compact. Donc toutes les puissances de D, que ce soit des puissances positives et négatives, doivent être dans le compact. Et là, vous voyez que forcément, pour que ça reste dans un compact, toutes les puissances de D, où D, c'est justement une matrice réelle diagonale à coefficient strictement positif, alors forcément D, c'est l'identité. Donc du coup, S égale l'identité, G égale O, et donc ON est maximal compact, puisque grand G est égal à ON. Voilà des petits exercices comme ça qu'on peut faire. Voilà, on va s'arrêter. On pourrait dire des tas de choses hein, sur cette leçon. Ces leçons sont des leçons quasi infinies hein, sur ce qu'on peut raconter. Des isométries, c'est la base.